Histoire numéro 20 des nouvelles de Lucy Maud Montgomery, couvrant les années 1896 à 1901. Ceci est un enregistrement de LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox sont dans le domaine public. Pour obtenir davantage d'informations ou pour vous proposer en tant que volontaire, veuillez visiter le site LibriVox.org. Enregistrement réalisé par Nicole K. Histoire courte de Lucy Maud Montgomery, 1896-1901, écrite par Lucy Maud Montgomery. Le jeune C.M. Bentley venait tout juste d'entrer dans la cour accompagné du nouveau pensionnaire de l'été. Madame Bentley et Agnès l'observaient depuis derrière les rideaux du salon, avec l'intérêt vif qu'elles ressentaient toujours, enfermées dans leur vie de ferme restreinte, pour tout visiteur venant du monde extérieur, situé au-delà de leurs frontières de collines embrumées de violet. Madame Bentley était potelée, joues roses, sourire maternel. Agnès était une écolière mince et jolie, aussi grande que sa mère, avec un visage doux et la promesse d'une beauté de fleur de pêcher dans les années à venir. L'arrivée d'une pensionnaire d'été était un événement majeur dans sa vie calme. « N'est-elle pas jolie ?» chuchota Madame Bentley avec admiration alors que la fille montait lentement la pente verte devant la maison. « J'espère vraiment qu'elle est gentille. On peut généralement compter sur les pensionnaires masculins, mais les filles sont incertaines. Préservez-moi d'une pensionnaire grincheuse, j'en ai assez eu. Cependant, j'aime bien son apparence. » Ethel Lennox s'arrêta à la porte quand Madame Bentley et Agnès entrèrent dans le hall. Agnès regarda l'étrangère avec une admiration timide et sans envie. Elle se tenait sur la marche en pierre, là où le grand marronnier près de la porte projetait des éclats et des ombres sur sa robe et ses cheveux. Elle était grande et vêtue d'un simple tissu blanc qui tombait autour d'elle en plis gracieux. Elle arborait des roses d'un rose délicat à sa ceinture, et un large chapeau blanc ombrageait son visage ainsi que ses cheveux roux éclatants, qui n'étaient ni auburn ni châtains, mais simplement roux. Personne n'aurait souhaité autrement, ayant une fois vu cette masse glorieuse, avec toutes ses merveilleuses possibilités de luxuriance ondulante. Son teint était d'une blancheur cireuse absolument parfaite, qui s'harmonisait avec ses cheveux roux, magnifiquement lustrés, et ses yeux violets dilatés des plus sombres. Ses traits délicatement ciselés portaient ce qui aurait pu être une impression un peu trop marquée d'esprit et d'indépendance, si ce n'était pour la douce bouche, rouge et creusée de fossettes, qui s'ouvrait en un sourire lent et charmant alors que Madame Bentley s'avançait avec son accueil bienveillant. « Vous devez être vraiment fatiguée, Madame Lennox. C'est un long trajet depuis le train jusqu'ici. Agnès accompagnait Madame Lennox à sa chambre et le thé sera prêt quand vous redescendrez. » Agnès s'avança avec la grâce timide qui lui attirait toujours des amis, et les deux jeunes filles montèrent lentement le large escalier à l'ancienne, tandis que Madame Bentley s'affairait à apporter le thé et à poser un vase de roses damassé sur la table. « Elle ressemble à un tableau, n'est-ce pas, John ?» dit-elle à son mari. « Je n'ai jamais vu un visage comme ça. Et ses cheveux aussi. Auriez-vous cru que des cheveux roux pouvaient être si beaux? Elle semble vraiment sympathique. » « Aucune de vos dames hautaines. J'en ai assez d'elles, je vous le dis. Chut !» dit M. Bentley d'un ton prévenant quand Ethel Lennox entra, bras autour d'Agnès. Elle était encore plus ravissante sans son chapeau, avec les douces mèches rouges de ses cheveux reposant sur son front. Madame Bentley envoya un regard admiratif à son mari, qui servait la langue froide et cherchait ses mots pour entamer la conversation. « Vous trouverez l'endroit assez calme ici, mademoiselle Lennox. Nous sommes simples et il n'y a pas beaucoup de passages. Peut-être que cela ne vous gêne pas. » « J'aime ça. Quand on a enseigné toute l'année dans une ville bruyante, le calme semble être la seule chose à désirer. De plus, j'aime me considérer comme un peu artiste. Je peins et je dessine un peu quand j'ai le temps. Et Madame Cortland, qui était ici l'été dernier, a dit que je ne pourrais pas trouver un endroit plus approprié. Je suis venue car je savais que la pêche aux maquereaux se faisait le long de la côte et que j'aurais l'occasion d'étudier le caractère des pêcheurs. Eh bien, le rivage est proche et c'est beau.
Peut-être que nous, les gens d'ici, ne l'apprécions pas vraiment, étant donné que nous y sommes tellement habitués. Les étrangers deviennent toujours fous de son pittoresque, comme ils l'appellent. Quant au caractère, je pense que vous en trouverez tout ce que vous voulez parmi les pêcheurs. Jamais vu de telle créature. Quand vous serez lassé de peindre, peut-être pourrez-vous tenter de percer le mystère qui nous entoure. Oh, vous avez un mystère. Comme c'est intéressant. Oui, un mystère, répéta M. Bentley solennellement, que personne n'a été capable de résoudre jusqu'à présent. J'ai abandonné, tout le monde aussi. Peut-être aurez-vous plus de chance, mais qu'est-ce que c'est? Le mystère, dit M. Bentley avec emphase, est jeune. Si, c'est lui le mystère. Au printemps dernier, quand le harengue est arrivé, un jeune homme est soudain apparu à la pointe. Il venait d'un coin du monde que personne n'a pu identifier. Il a acheté un bateau et une cabane sur mon rivage et a formé un partenariat pour le maquereau avec Snuffy Curtis, Snuffy apportant l'expérience et ce jeune homme l'argent. Je pense que Snuffy est aussi pauvre que Job. C'était une aubaine pour lui et il a pêché là tout l'été. Mais son nom Yongtze. Eh bien, bien sûr, ce n'est pas ça. Il s'est présenté comme Brown, mais personne ne croit que c'est son vrai nom. Cela sonne faux. Ici, il a acheté son établissement à l'ancien C, qui pêchait là. Et c'était aussi une vieille créature étrange d'une certaine façon. Quand ce jeune homme est arrivé de je ne sais où, certains gars l'ont surnommé Yongtze pour plaisanter. Et il n'est jamais appelé autrement. Cela ne semble pas le déranger. C'est un type lunatique qui reste dans son coin, mais il n'est pas impopulaire le long de la côte. Je crois que Snuffy m'a dit qu'il l'aime bien malgré son manque de sociabilité. Quoi qu'il en soit, c'est un gars aussi beau que j'ai jamais vu, et bien éduqué en plus. Ce n'est pas un pêcheur ordinaire. Certains d'entre nous pensent qu'il est peut-être en fuite. Il s'est peut-être attiré des ennuis d'une manière ou d'une autre et se cache ici pour éviter la prison. Mais ma femme ne veut pas croire cela. Non, je ne le ferai jamais, dit fermement madame Bentley. Le jeune s'y vient souvent ici pour du lait et du beurre, et c'est un parfait gentleman. Personne ne me convaincra qu'il a fait quelque chose de honteux, quelle que soit sa raison de gâcher sa vie sur ce rivage. Il ne gâche pas sa vie, rit M. Bentley. Il gagne de l'argent, Young, c'est sûr, même s'il semble s'en moquer complètement. Ça aurait été une super année pour le maquereau. Il est malin même s'il ne savait pas trop au début. Il devance Snuffy maintenant. Quant au travail, je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Il paraît possédé. Se lever avant l'aube chaque matin et ne jamais se coucher avant minuit, à travailler sans relâche entre les deux moments. Je lui ai dit l'autre jour, dis-je, jeune homme, vous devez lever le pied sur ça et vous reposer. Tu ne peux pas le supporter, tu n'es pas un pointeur. Les pointeurs supportent tout, mais ça te tuera. Il a ri amèrement, dit-il. Ça ne change rien si c'est vrai, personne ne s'en souciera. Et il s'en alla, l'air boudeur. Il y a quelque chose chez Yangtze que je ne peux pas comprendre, conclut M. Bentley. Ethel Lennox était intéressée. Un héros mélancolique et mystérieux dans un décor de dunes de sable bordées d'argent et de vastes étendues bleues de l'océan était quelque chose qui devrait apporter du piquant à ses vacances. J'aimerais voir ce prince déguisé, dit-elle. Tout cela semble très romantique. Je vous emmènerai à la mer après le thé si vous voulez, dit Agnès avec enthousiasme. La mer est splendide, ajouta-t-elle à voix basse en quittant la table. Papa ne l'aime pas trop car il pense qu'il est étrange. Mais moi, je l'aime bien. C'est un gentleman, comme dit maman. Je ne crois pas qu'il ait fait quelque chose de mal. Ethel Lennox se promena tranquillement dans le verger pour patienter l'arrivée d'Agnès. Elle prit place sous un pommier et se mit à lire, mais rapidement le livre échappa de ses mains et sa magnifique tête se posa contre le tronc gris et couvert de lichen du vieil arbre. La douce bouche s'affaissa avec mélancolie. Il y avait un regard triste et lointain dans les yeux violets. Le visage ne semblait pas heureux. C'est ce qu'Agnès pensa en descendant l'avenue des Pommiers. Mais qu'elle est jolie, pensa-t-elle. Les gens d'ici ne vont-ils pas la fixer? Ils le font tous à nos frontières, mais nous n'avons jamais eu quelqu'un comme elle. Ethel se leva rapidement. Je ne savais pas que vous seriez là si tôt, dit-elle avec joie.
Attendez, je prends mon chapeau. En sortant, ils partirent et se retrouvèrent vite à marcher sur un chemin herbeux aux ornières profondes traversant des champs de foin coupés, verts de leur repousse, et des étendues d'avoine pâle mûrissante et de blé vert doré, jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans les dunes de sable ondulantes au pied de la pente. Au-delà des collines de sable ondulantes s'étendait l'immense et vaste étendue scintillante de l'océan, d'un bleu pâle délavé des mers chaudes d'août, et s'étirant jusqu'à un horizon entrelacé de longues traînées, un nuage rosâtre, d'innombrables bateaux de pêche parsemaient les étendues miroitantes au loin. Le bateau est à Yonge-Essi, dit Agnès. Il va toujours à cet endroit précis. Est-il vraiment tout ce que votre père dit? Demanda Miss Lennox avec curiosité. Oui, il l'est. Il n'est pas plus comme les autres marins que vous. Il est étrange, bien sûr. Je ne pense pas qu'il soit heureux. Il semble s'inquiéter de quelque chose, mais je suis sûre que ce n'est rien de sérieux. Nous voilà, dit-elle, en traversant les dunes pour rejoindre la plage longue et plate. À gauche, le rivage formait un demi-cercle d'une blancheur éclatante. À droite se dressait une petite cabane de pêche grise. C'est chez Yongxi, dit Agnès. Il y vit tout le temps. Ça ne rendrait-il pas n'importe qui triste? Pas étonnant qu'il soit mystérieux. Je vais prendre sa lunette. Il m'a dit que je pouvais l'utiliser. Elle poussa la porte et entra, suivie par Ethel. L'intérieur était rudimentaire, mais propre. C'était une petite pièce éclairée par une minuscule fenêtre donnant sur l'eau. Dans un coin, une échelle menait au grenier. Au-dessus des murs nus, des vestes de pêche, filets, lignes à maquereaux et autres accessoires de rivage étaient suspendus. Un petit poêle portait une bouilloire et une poêle. Une table basse en bois était encombrée de vaisselle et de restes froids d'un repas rapide. Des bancs longeaient les murs. Un chaton dodu, moustachu, comme sculpté dans du velours noir, dormait sur le rebord de la fenêtre. C'est le chat de Yangtze, expliqua Agnès en caressant la créature, qui ronronna joyeusement et ouvrit ses yeux verts endormis. C'est la seule chose à laquelle il tient, je crois. Sorcière, sorcière, comment ça va, sorcière? Eh bien, voici la longue-vue. Allons-y et regardons. 12 maquereaux pris, dit Agnès peu après avoir observé chaque bateau à tour de rôle. Il ne sera pas là avant une demi-heure. Si vous voulez, on peut se promener le long de la côte. Le soleil descendait de plus en plus bas dans le ciel crémeux, laissant une traînée d'étincelles qui traversaient l'eau et se perdaient à l'ouest. Les mouettes planaient et plongeaient, et de petits bécassos s'agitaient le long de la plage. Quand le bord rouge du soleil plongea dans la mer pourpre, les bateaux rentrèrent. La plupart d'entre eux iront vers la pointe, expliqua Agnès d'un geste méprisant de la main, vers un long promontoire s'étendant devant eux. Ils appartiennent ici, et c'est une bande rude. Vous ne verrez pas de jeunes marins s'associer avec ceux de la pointe. Ils lèvent la voile. On aura juste le temps de revenir avant qu'il arrive. Ils se hâtèrent de revenir sur le sable humide alors que le soleil s'effaçait, laissant une tache ardente. Le rivage n'était plus silencieux et désert. Le coin où se trouvait la maison de pêche s'était soudain animé. Des garçons grossièrement vêtus couraient çà et là, portant du poisson ou de l'eau. Les bateaux étaient tirés sur les cales. Quelques vieux loups de mer hirsutes qui étaient venus du point pour entendre parler de la prise de Yangtze fumaient leurs pipes au coin de sa cabane. Une douce lumière crépusculaire illuminait la mer et le rivage. Toute la scène enchantait les yeux d'artiste d'Ethel. Agnès poussa son compagnon là-bas. Si tu veux voir le jeune Si, chuchota-t-elle, en pointant vers les skids où une silhouette occupée était discernable dans un grand bateau. C'est bien lui de dos dans ce bateau de couleur crème. Il compte les maquereaux. Si vous allez sur cette plateforme derrière lui, vous aurez une bonne vue quand il se retournera. Je vais essayer de soutirer un maquereau de ce vieux Snuffy avare si je peux. Elle s'est éloignée et Ethel s'est dirigée lentement vers les bateaux. Les hommes la fixaient avec admiration, bouche bée, tandis qu'elle les dépassait pour aller vers la plateforme derrière Yangtze.
Personne n'était près d'eux. Les autres étaient tous autour du bateau de Snuffy. Yangtze lançait les maquereaux avec une rapidité étonnante, mais entendant un pas derrière lui, il se retourna et redressa sa grande silhouette. Ils se tenaient face à face. Miles et elle, le jeune si vacilla contre le mât, laissant échapper deux harengs argentés de ses mains par-dessus le bord du bateau. Son beau visage bronzé par le soleil était pâle. Ethel Lennox se retourna brusquement et silencieusement et traversa rapidement le sable. Agnès sentit qu'on lui touchait le bras et se retourna pour voir Ethel, pâle et raide, à côté d'elle. « Rentrons, dit-il d'une voix tremblante. Il fait humide ici. Je suis transie. Oh là là, dit Agnès avec regret. J'aurais dû vous dire de prendre un châle. Il fait souvent humide sur le rivage après le coucher du soleil. Snuffy, passe-moi mon maquereau, s'il te plaît. Merci, je suis prêt, madame Lennox. Ils ont atteint le chemin avant qu'Agnès ne se souvienne de poser la question qu'Ethel redoutait. Oh, as-tu vu Yangtze? Et qu'en as-tu pensé? Ethel détourna le visage et répondit avec une indifférence feinte. Il paraît être un pêcheur assez supérieur, autant que je pouvais voir dans la faible lumière. Il faisait vraiment sombre là-bas. Marchons plus vite. Mes chaussures sont mouillées. En arrivant chez eux, madame Lennox s'est excusée, prétextant la fatigue, et est allée directement dans sa chambre. De retour sur le rivage, Yangtze s'était ressaisi et s'était penché à nouveau sur son travail. Son visage était figé et sans expression. Un rouge terne et profond brûlait intensément dans chaque joue bronzée. Il jetait le maquereau de manière mécanique, mais ses mains tremblaient visiblement. Snuffy s'approcha du bateau. « Tu vois cette jolie fille? Tu vois ?» demanda-t-il paresseusement. « Une des pensionnaires des Bentley, j'ai entendu. On dirait qu'elle sort d'un cadre, non ?» Pas de temps à perdre, Curtis, dit Yangtze sèchement. Avec tous ces poissons à nettoyer avant la nuit, arrête de parler et bosse. Snuffy haussa les épaules et obéit en silence. Yangtze n'était pas quelqu'un avec qui plaisanter. La prise était énorme, et il était tard avant qu'il termine. Snuffy observa les barils pleins avec satisfaction. Bonne journée de travail, murmura-t-il. Mais c'était dur, je suis épuisé, je vais dormir. Pour l'amour du ciel, fais attention où tu vas. Le jeune scie monta dans une Doris et la détacha. Il ne répondit pas, mais rama loin du rivage. Snuffy regarda le Doris jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le noir. Si ce n'est pas incroyable, s'exclama-t-il, je me demande si Céa est sain d'esprit. Il a agi correctement tout le long. Et maintenant, il s'en va. Seigneur sait où à cette heure de la nuit. Je ne crois vraiment pas que ce soit sûr de rester ici seul avec lui. Snuffy secoua sa tête ébouriffée avec doute. Le jeune scie avançait régulièrement sur les vagues sombres. Une brise de l'est apportait un brouillard marin humide qui estompait sombrement les contours de l'horizon et du rivage. Le jeune pêcheur se retrouva seul dans un monde d'eau et de brume grise. Il cessa de ramer et se pencha en avant sur ses rames. La voir ici, à cet endroit précis parmi tous les lieux possibles, murmura-t-il doucement. Pas un mot, à peine une chance après tout ce long chagrin. Eh bien, peut-être vaut-il mieux ainsi. Et pourtant, savoir qu'elle est si proche, comme elle est magnifique, et je l'aime davantage que jamais auparavant, c'est là que réside véritablement la douleur. Je pensais que dans cette vie rude, au milieu de toutes ces associations grossières où rien ne me rappelait d'elle, je pourrais oublier. Et à cet instant précis, il serra fermement ses poings. La brume enveloppait tout autour de lui, rampante, telle une apparition impalpable, tandis que la Doris oscillait doucement sur la houle. De loin venait le murmure bas et persistant de l'océan. Le lendemain, Ethel Lennox refusa de se rendre au bord de la mer. À la place, elle se rendit aux pointes et dessina toute la journée. Elle y retourna le lendemain et le jour suivant.
Elle affirmait que le Point était la partie la plus pittoresque du rivage et que les types parmi ses habitants étaient les plus intéressants. Agnès Bentley arrêta de suggérer une nouvelle visite à Seas Shore. Elle avait une impression vague que son compagnon ne désirait pas aborder le sujet. À la fin de la semaine, madame Bentley fit remarquer: «Qu'est-il arrivé au jeune C? Cela fait une semaine qu'il n'est pas venu chercher du lait ou du beurre. Il n'est pas malade, n'est-ce pas?» Monsieur Bentley gloussa amusé. «Je pense que je peux te dire pourquoi C va chercher ses affaires chez Walden maintenant. Je l'ai vu y aller 2 fois cette semaine. Lisa Walden t'a finalement devancé, Mary.» «Eh bien, je n'ai jamais fait cela», dit madame Bentley. «Eh bien, Young-si est le premier à avoir jamais préféré le beurre de Lisa à celui de Walden au mien. Tout le monde sait à quoi ressemble le sien. Elle ne mélange jamais bien son sel. Eh bien, le jeune, si peut l'apprécier, j'en suis sûre. Je lui souhaite beaucoup de bonheur avec son échange.» Madame Bentley faisait cliqueter ses assiettes de manière menaçante. Il était évident que sa confiance en le jeune C avait été gravement ébranlée. À l'étage dans sa chambre, Ethel Lennox, avec quelques larmes non séchées scintillant sur ses joues, écrivait une lettre. Ses lèvres étaient serrées et sa main tremblait. «J'ai découvert qu'il ne sert absolument à rien de fuir notre destin», écrivit-elle. «Peu importe à quel point nous essayons de l'éviter et à quel point nous sommes sûrs d'avoir réussi, il se lèvera et nous rencontrera là où nous nous y attendons le moins. Je suis descendue ici, complètement fatiguée et épuisée, cherchant désespérément la paix et le repos. Et voilà, l'élément le plus perturbant de toute ma vie est ici pour me confronter. Je vais faire une confession, Hélène, une confession ouverte et bénéfique pour l'âme, vous savez, et je vais m'en offrir une bonne dose tant que l'humeur est propice. Vous savez bien sûr que j'étais autrefois fiancée à Miles Leslie. Vous savez également que ces fiançailles ont été rompues l'automne dernier pour des raisons inexpliquées. Eh bien, je vais tout vous raconter et ensuite envoyer cette lettre rapidement avant de changer d'avis. Cela fait maintenant plus d'une année que Miles et moi avons été fiancés. Comme vous le savez, sa famille est fortunée et réputée pour son exclusivité. J'étais une pauvre institutrice, et vous pouvez imaginer avec quelle horreur ses proches ont accueilli la nouvelle des attentions de Miles envers quelqu'un qu'ils considéraient comme son inférieur. Maintenant que j'ai réfléchi calmement à toute l'affaire, je ne les blâme guère. Cela doit être dur pour des parents aristocratiques qui ont donné tous les soins à un fils et nourri pour lui de grands espoirs lorsqu'il se détourne des femmes de son rang pour se tourner vers une personne vue comme inférieure en statut. Mais je ne voyais pas le sujet sous cet angle à l'époque, et au lieu de décliner ses attentions, comme j'aurais peut-être dû le faire, je les ai encouragés. Je l'aimais beaucoup, Nell, et malgré l'opposition constante de sa famille, Miles a vite exprimé ouvertement son attachement profond. Quand ses parents ont vu qu'ils ne pouvaient pas changer sa détermination, leur amour pour lui les a forcés à une acceptation extérieure. Mais leur condescendance réticente était pour moi un poison réel. Je percevais les situations uniquement à travers mon propre prisme, et j'étais extrêmement sensible à leur désapprobation poliment voilée, et ma vanité blessée a trouvé sa cible en Miles. J'appartenais à la classe qui admet et ressent les affronts au lieu de les ignorer, comme le font les mieux nés, et je pensais qu'il ne verrait pas ceux qui m'étaient adressés. Je suis devenue froid et formel avec lui. Il était très patient, mais ses manières n'étaient pas les miennes, et mon attitude le déconcertait et l'agaçait. Nos relations sont rapidement devenues tendues, et le petit rien nécessaire pour une querelle ouverte a été facilement fourni. Un soir, je suis allée à une grande réception chez lui, donnée par sa mère. Je connaissais peu de monde, et comme Miles était forcément pris par ses devoirs sociaux envers ses invités, après les salutations rapides, j'ai été laissée sans attention un moment. N'étant pas habituée à de telles fonctions, j'ai ressenti cela comme une insulte déguisée, et dans un accès de jalousie, j'ai honte d'admettre que j'ai pris la revanche d'une servante paysanne.
Et j'ai entamé une flirtation marquée avec Fred Curry, qui m'avait prêté un peu d'attention avant mes fiançailles. Quand Miles était libre de me voir, il m'a trouvée apparemment tout à fait absorbée par mon compagnon et inconsciente de son approche. Il a fait volte-face et s'est éloigné. Il ne s'est pas rapproché de moi pendant le reste de la soirée. Je suis rentrée chez moi assez en colère, mais tellement misérable et repentante. Si Miles avait été son habituel moi patient lorsqu'il a appelé le soir suivant, je lui aurais demandé pardon, mais j'étais allée trop loin. Sa mère a été profondément choquée par ma maladresse, et lui, il était vraiment humilié et à juste titre exaspéré. Nous avons eu une brève querelle amère. J'ai prononcé de nombreuses paroles insensées et impardonnables, et finalement je lui ai jeté sa bague. Il m'a alors lancé un regard étonné, dans lequel il y avait quelque chose de méprisant, puis il est parti sans dire un mot de plus. Après que ma colère soit passée, j'étais terriblement malheureux. J'ai réalisé à quel point j'avais agi de manière indigne, à quel point j'aimais profondément Miles, et à quel point ma vie serait solitaire et vide sans lui. Cependant, il n'est pas revenu. Peu après, j'ai appris qu'il était parti, où personne ne savait exactement, mais on pensait qu'il était à l'étranger. Eh bien, j'ai caché mes espoirs et mes larmes en secret, et j'ai continué ma vie comme les gens doivent le faire, une vie dans laquelle j'ai appris à réfléchir, et qui, je l'espère, m'a rendu plus noble et meilleure. Cet été, je suis venue. J'avais beaucoup entendu parler d'un étranger mystérieux, Yongxi, qui pêchait le maquereau ici. J'étais très curieux. L'histoire semblait romantique. Et un soir, je suis descendue pour le voir. Je l'ai rencontré face à face ainsi qu'Hélène. C'était Miles Leslie. Pendant une minute, la terre, le ciel et la mer ont vacillé autour de moi. La minute suivante, je me suis souvenue de tout, je me suis retournée et je suis partie. Il ne m'a pas poursuivie. Vous pouvez être sûr que j'évite maintenant religieusement cette partie du rivage. Nous ne nous sommes jamais rencontrés depuis, et il n'a fait aucun effort pour me voir. Il montre clairement qu'il me méprise. Eh bien, je me déteste profondément. Je suis extrêmement malheureux à présent, et pas uniquement pour moi-même, car je ressens que si Miles ne m'avait jamais rencontré, sa mère ne serait pas en train de se tourmenter le cœur pour son fils disparu. Ma tristesse m'a enseigné à comprendre la sienne, et je ne ressens plus de rancœur envers son orgueil. Vous n'avez guère besoin qu'on vous dise après cela que je pars d'ici dans une semaine. Je ne peux pas inventer une excuse décente pour partir, sinon je le ferais plus tôt. Dans la fraîcheur du soir, Ethel accompagna Agnès Bentley pour poster sa lettre. En arrivant à la porte de la petite épicerie, un jeune homme apparut au coin de la rue. C'était le jeune C. Il portait sa tenue de pêcheur rustique, avec un filet de harengue sur l'épaule, mais aucun déguisement ne pouvait cacher sa silhouette splendide. Agnès s'élança avec empressement. Alors, où étais-tu? Pourquoi n'es-tu jamais venu nous voir depuis si longtemps? Le jeune C ne fit aucune réponse verbale. Il se contenta de soulever son chapeau avec une politesse normale et se retourna sur ses talons. Eh bien ça alors, s'exclama Agnès dès qu'elle retrouva pleinement l'usage de la parole. Si c'est de cette manière que Yongxi choisit de traiter ses amis, il a probablement été offensé par quelque chose. Je me demande ce que c'est, ajouta-t-elle, sa curiosité prenant le pas sur son indignation. Lorsqu'ils sont sortis, ils ont vu la silhouette solitaire du père de Yongxi au loin, traversant les champs côtiers sombres et déserts dans le crépuscule. Agnès n'a pas remarqué la pâleur du visage de son compagnon, ni les larmes non versées dans ses yeux. Je viens de descendre au point, dit Agnès, entrant un après-midi lourd environ une semaine plus tard. Little Eve a dit, comme il n'y avait pas de pêche aujourd'hui, qu'il nous emmènerait à cette vente ce soir si tu voulais y aller. Ethel Lennox rangea son dessin sans enthousiasme. Elle avait l'air pâle et fatiguée. Elle l'était.